Voilà, bonjour, convergence et révolution culturelle, comme qui dirait, le retour aux sources africaines, les chemins de la Renaissance africaine, quels sont-ils? Et surtout, quand l'Afrique parle de l'Afrique à l'Afrique pour l'Afrique. Vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, nous sommes donc dans la continuité de la série Les rencontres d'Alexis Bongo. Deuxième épisode aujourd'hui, parce que dans le premier épisode, nous avions revisité les archives de l'émission Homéostasie, la spiritualité des profondeurs. Aujourd'hui, dans ce deuxième épisode, l'émission Convergence et révolution culturelle. Sinon, ces archives. Revisiter donc les archives de l'émission Convergence et révolution culturelle, revivre les rencontres d'Alexis Bongo, histoire de se rafraîchir la mémoire pour les uns et de se mettre à jour pour les autres. Ça se passe ici quand vous êtes une des valeurs de notre pays, le Congo, et de notre continent, l'Afrique. Quand vous avez un message à faire passer, venez à Convergence et révolution culturelle soutenir votre thèse. Vous avez le savoir, nous allons le faire savoir. Des mots et des hommes, choses dites par les uns, choses entendues par les autres. Au menu donc des rencontres d'Alexis Bongo, épisode numéro 2, avec Convergence et révolution culturelle, nous avions un champion gelé, un Congolais champion d'Afrique de MMA, de passage à Brazzaville. C'est du jamais vu, nous n'y avions pas pensé, pourtant c'est vrai, comme qui dirait, incroyable mais vrai. 2. L'héritage du Congo, avec les compagnons de John Mukasa, l'envoyé patriotique à l'émission Convergence et révolution culturelle. 3. L'aube des insurrections perlières, avec le grand poète Hubert Malanda, l'un des plus grands du pays et du continent, et même du monde. Une vraie valeur de chez nous, recherchée ailleurs, mais banalisée ici. Nous allons suivre donc ces 3 éléments déjà avant de continuer notre voyage. Roland Nyakekele, Jonas Aoui. Convergence et révolution culturelle dans ce thème « Valeurs de chez nous », dans lequel nous découvrons les valeurs de chez nous. Vous savez, nous l'avions vu ici dans la première partie avec Savi Chauffler, Tonton Bouteille. Et nous avions vu manipuler des bouteilles comme pas possible. Nous autres parents qui pensaient que lorsque nos enfants sont des barman, ça veut dire qu'ils sont des idiots, ils ne valent absolument rien. Il nous a fait la démonstration ici que n'est pas barman qui veut, parce que ça demande une formation, hein, ça demande une étude sérieuse pour faire des cocktails compliqués. Hein. Il nous a parlé ici des choses que nous ignorions, hein, des mixages compliqués. Vous ne pouvez pas vous improviser comme ça, là, barman dans un club ou bien dans un endroit classe, sinon vous allez décourager tous les clients qui viendront là. Et nous étions fascinés. Deuxième partie de valeurs de chez nous, nous avions reçu comme ça là, les héritiers du Congo. Ils sont venus ici nous faire la démonstration de ce qu'ils connaissent en tant que jeunes. Maintenant, aujourd'hui, on se retrouve encore une fois avec, dans ce thème valeurs de chez nous, mais cette fois-ci dans la 3e partie, avec un enfant de chez nous ici du terroir, du Congo-Brazzaville, qui fait la fierté du pays et la fierté du continent. C'est vrai que nous tous, en regardant ce sport à la télé, surtout à l'époque de Combat Sport, on ne regardait même pas cette chaîne tellement c'était violent. Et on se disait qu'heureusement qu'il n'y a pas un Congolais qui traîne là-bas. Erreur grave. Il y a un de nous, courageux comme pas possible, qui se retrouve là-bas. Mais il est de passage à Brazzaville, alors... des Congolais de chez nous nous ont contactés, mais vous parlez de valeurs de chez nous. Il y en a un qui est ici, bloqué par le coronavirus. Donc c'est l'occasion ou jamais de mettre la main sur lui et de découvrir son art, ou bien son domaine à lui. Voilà ce qui nous rassemble sur ce plateau. Et nous sommes très bien accompagnés avec des frères qui accompagnent le champion justement sur ce plateau, pour nous servir aussi des fois hein, d'interprète, hein, parce que... he's speaking English, comprenez, do you understand? Donc lui, il s'exprime en anglais. Or, l'anglais, nous avions déjà oublié ça depuis l'école. Et puis, on fouillait les cours d'anglais, on disait que c'était inutile. Les cours d'anglais, on va faire quoi avec ça? Quelqu'un disait dans la classe, le dernier, là, le plus voyou de la classe, il disait, je n'irai pas en Angleterre. Lorsqu'il fouillait les cours d'anglais. Et nous aussi, nous faisions comme lui. Aujourd'hui, on regrette amèrement parce que quand nous allons en Allemagne pour... homéostasie là-bas, eh bien, on nous demande de parler en allemand, on ne sait rien.
On dit, bon, passez par l'arabe puisque vous êtes chez les musulmans, on ne savait rien. Eh bien, l'unique solution que nous avions, c'était le français. Et le français, eux, ils ne comprenaient pas. Alors, l'unique langue qui pouvait mettre tout le monde d'accord, c'était l'anglais. Et je vous assure, nous étions obligés de nous rappeler les verbes irréguliers. What can I say? What are you speaking ou telling là? C'était chaud. Et je disais, I don't understand. Il dit, yeah, you speaking English very good. Alors, c'est là dit bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes là pour accompagner le champion, pour le présenter l'un des nôtres au public, pour que les gens comprennent à qui ils ont affaire, une valeur de chez nous. Mais après, il faut qu'on se présente d'abord. Qui êtes-vous? Bonjour à tout le monde. Moi, c'est Jules Kitobo. Moi, je peux dire, je suis né au Congo-Brazza. Ouais, je suis Congo-Brazzaville. Donc, c'est ça. Donc, il n'y a pas beaucoup. En fait, vous êtes anglophone, et c'est ce que nous devons comprendre, mesdames et messieurs. Sur ce plateau, notre invité principal, celui que nous accompagnons, est anglophone parce qu'il est né au Congo, mais il a grandi en Afrique du Sud, et c'est là-bas que vous avez découvert aussi votre sport, là. Oui, voilà, donc lui, il s'exprime aisément en anglais. Mais comme nous, on n'est pas anglophone, on ne connaît pas, là où il dira quelques 2 ou 3 mots en anglais, on a un interprète à côté qui va se charger de nous. Convergence et révolution culturelle, c'est en hommage au professeur Théophile Obenga, professeur émérite, historien et égyptologue de renom, qui nous a ouvert les yeux sur l'histoire de l'Afrique. D'où, dans la foulée, le thème de ce soir, valeurs de chez nous. Donc, dans le cadre des valeurs de chez nous, Convergence et révolution culturelle voudrait montrer, faire un gros plan sur les valeurs du Congo et d'ailleurs, parce que l'Afrique, ce sont les différents États qui constituent ce continent. Mais dans ces différents États, que nous allons abolir d'un moment à l'autre, comme pour réunifier l'Afrique, dans ces différents États, il y a des valeurs. Et ce sont ces valeurs qui constituent les atouts de notre continent. Ici au Congo-Brazzaville, nous en avons qui sont les héritiers du Congo, d'où la thématique de ce soir, l'héritage du Congo. Chers invités, bonjour. Bonjour, monsieur Alexis. Bon, maintenant pour que sur le plateau de Convergence et révolution culturelle, la valeur de tout message dépend étroitement de la qualité du messager. L'association Les Héritiers du Congo, quel en est le président? Puisqu'on a le vice-président sur le plateau, non, quel est le président de l'association Les Héritiers du Congo? Alors, je me permets de vous répondre. Le président exécutif de l'association Les Héritiers du Congo, c'est bel et bien monsieur John Mukasa, l'envoyé patriotique, qui n'a pas pu être avec nous ce jour. Il est empêché. Et donc, c'est lui l'initiateur du projet Héritage. Ce projet-là, déjà, qui regroupe toute la nation. Et donc, c'est lui qui est donc le cerveau penseur. Nous sommes que des co-initiateurs. Et c'est lui le cerveau penseur, monsieur John Mukasa, qui est un jeune Congolais. Voilà, un jeune Congolais, un activiste. Voilà, donc, en quelques mots. Très bien, en quelques mots, on nous a peint le portrait de John Mukasa, qui est comme ça là, mesdames et messieurs, président exécutif de cette association, les héritiers du Congo. Mais vice-président, dites-moi, est-ce qu'avec John Mukasa, on n'a pas affaire à un voyou comme un autre? Non. Monsieur John Mukasa, comme on a su l'appeler, l'envoyé patriotique, c'est quelqu'un qui s'est imbibé d'une mission, celle de changer la mentalité de la jeunesse congolaise, cette façon de penser archaïque qu'a nos jeunes aujourd'hui, qui nous empêche de nous épanouir, qui nous empêche d'aller de l'avant, qui empêche le Congo de vivre dans l'unité nationale et dans une cohésion sincère. Et M. John Mukasa, c'est quelqu'un que nous n'avons pas suivi pour sa personne, mais nous avons suivi pour la mission qu'il incarne, pour le combat noble qu'il fait pour le bien-être du peuple congolais. Donc, nous sommes tous héritiers du Congo. Parce que l'héritage, c'est un bien qu'on lègue.
c'est bien qu'on lègue soit à son fils, soit Quand à vous un dites nous enfant. sommes tous héritiers du Congo, Oui. nous c'est qui et qui? Nous, tous les Congolais sont Tous les Congolais sont des héritiers du n'importe Congo. quel Congolais. est Ah, parce que héritier nous du pensions Congo. que c'est vous-même qui vous étiez Non. taillé cette... Y compris vous. Ah, donc nous aussi, nous sommes héritiers du Congo. Bien sûr. Très bien. Donc vous ne suivez pas John Mukasa par enthousiasme, mais par Oui. conviction. Bien sûr. Pour ses idées. Oui. C'est pas parce qu'il glisse quelques billets de banque de temps en temps. Non. Comme on vous l'a dit, nous sommes parmi les... Non, mais si c'est ça, il faut dire. Bien C'est sûr. le moment de dire les choses. Bien sûr, comme on vous l'a dit tout à l'heure, nous sommes parmi les seules associations au Congo qui ne sont parrainées par... qui est parrainée par personne. Notre association est parrainée par personne. Nous sommes soutenus par personne. Et nous sommes parfois nous-mêmes surpris de l'engouement qu'il y a autour de notre association. Donc, pour répondre à la question de quelqu'un, qui est derrière vous, c'est personne. Non, personne. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu des propositions, qu'on n'a pas eu des gens... D'alléchantes propositions. Très alléchantes propositions. Mais seulement quand ça part à l'inverse, c'est-à-dire à l'inverse de nos convictions, à ce moment-là, on n'accepte pas. À ce moment-là, on demande peut-être de nous accompagner pour les bonnes actions. Ça veut dire que si vous en croisez un Oui. qui épouse vos idées, Oui. vos convictions et qui peut vous soutenir, Oui. vous êtes d'accord avec Nous lui. sommes d'accord. SG, l'envoyé patriotique. En fait, l'envoyé patriotique, John Mukasa, est attendu ici sur ce plateau de Convergence et Révolution culturelle pour répandre lui-même de sa prétention. L'envoyé patriotique. Et quand on est envoyé, on suppose qu'on est envoyé par quelqu'un ou par quelque chose. Lui-même viendra nous dire ça. Aujourd'hui, nous recevons un poids lourd de la littérature. Hein, il est tellement lourd, Huppert Malanda, que nous sommes bien obligés de nous faire aider par deux autres écrivains comme lui, hein, avec Vikael Obeko, donc de l'autre côté, afin que nous puissions essorer au maximum cet écrivain, pas comme les autres Made in Congo, parce que quelqu'un avait dit, et c'est pas n'importe qui, nul n'est prophète chez soi-même. Mais nous ici au Congo, nous en Afrique, nous voulons bien que les choses changent, qu'on sache qui est qui et qui fait quoi. Pourquoi pas inspirer les pouvoirs publics sur la méritocratie au lieu de la démocratie aveugle et indifférente, qui ignore les qualités des uns et des autres. Qui est qui et qui fait quoi dans la République? Qui est qui et qui fait quoi en Afrique? Voilà ce qui nous amène sur ce plateau. Le thème de l'émission, c'est le titre du livre de Huppert Malanda, L'aube des insurrections perlières. Point n'est besoin qu'on vous dise que nous ne comprenons pas ce que ça veut dire, parce que l'écrivain, poète est hermétique, il est académique, c'est du haut niveau, mais nous n'avons pas les mots pour dire les choses. Jessus Luemba sur ce plateau, Anissé Dounyama vont trouver les mots qu'il faut pour témoigner et pourquoi pas décrypter Huppert Malanda. Alors Huppert Malanda, nous vous laissons d'abord au bon soin de Vikael dans un premier temps, pendant que nous réfléchissons aux questions à la hauteur de l'invité sur ce plateau. Vikael. Bonjour Monsieur Huppert. Bonjour Madame Pour la ceux qui journaliste. ne vous connaissent pas, qui êtes-vous? Je suis Huppert Malanda, Oui. poète, délégué de la Société de poètes français en République du Congo, membre du Forum des gens de lettres, et je passe mon temps au travail de l'imaginaire, à la poésie, à participer à l'émergence de la poésie congolaise, l'émergence de la poésie francophone sur l'échiquier international. Ok. J'ai une toute première question pour vous, Monsieur Huppert Malanda. Pourquoi et depuis quand écrivez-vous des poèmes? J'écris la poésie Oui. depuis le collège. Précisément, ma naissance littéraire a été fécondée par des livres qui furent au programme dans les années 80. J'ai lu Trois prétendants et un mari de Guillaume Oyunumbia. Trois prétendants et mari, on s'en rappelle. En quatrième, nous avions Le Vieux Nègre et la médaille de Ferdinand Oyuno. Et en troisième, nous avions eu
sous l'orage de Seydou Badian, Seydou Badian, qui vient de nous quitter l'année dernière. Donc, ce sont autant de lectures au niveau scolaire qui ont participé à mon bouillonnement littéraire. Donc, à chaque fois, quand je rentrais le soir à la maison, je commençais à écrire des bons extraits de romans. Parce que je voulais, je me dis que j'avais quelque chose à dire. Et j'écrivais. Et malheureusement, avec la jeunesse, on commençait, mais on ne savait pas finir. Donc j'ai commencé beaucoup de travaux, beaucoup de manuscrits. Et dommage, la guerre est passée par moi. Et il y a beaucoup de manuscrits que je n'ai plus. Nous sommes dans une très grande émission qui est là pour projeter l'Afrique. Et il s'agit notamment de célébrer ses fils les plus brillants, et ceux qui apportent la pierre à l'édifice, à la construction de l'édifice, à la construction de la grande Afrique. Et Hubert Malanda, aujourd'hui, nous pouvons dire, après un labeur, une période de labeur et une période de dynamisme persévérant, reconnu, que Malanda, Laurent, qui est un ami, est en train de cultiver son jardin à lui, mais aussi en train de contribuer à cultiver le jardin général de l'Afrique par ses chants. Et Hubert Malanda, de son vrai nom, Laurent Malanda, je l'ai rencontré en 2013 à Brazzaville, au domicile du président de l'UNEAC, M. Henri Njombo, à l'occasion des préparatifs des festivités du 60e anniversaire de la littérature congolaise. On s'en rappelle. 60e anniversaire parce que le premier roman, la première œuvre littéraire congolaise est publiée par Jean Malonda en 1953. Et donc 2013, ça faisait 60 ans et donc il y avait un projet de célébration des 60 ans. Et c'est à cette occasion que j'ai rencontré Hubert Malanda qui m'avait à l'époque fait l'honneur de m'offrir son premier recueil poème intitulé « Les paradis fragiles ». Voilà, c'est là que je découvre l'homme. Et je me rends compte que il échappait à mes radars. Parce que sur la 4e de couverture de son œuvre, il y a une impressionnante liste de prix littéraires remportés à gauche et à droite. Je me dis, mais quel est ce monsieur? Je me suis dit à l'époque, quel est ce monsieur que je ne connais pas? C'est vrai qu'on me dit qu'on n'est jamais prophète ce soir, comme vous avez su le dire. De temps en temps, je ne fais pas attention à mon pays. Je suis parti, je vis en quelque sorte en Occident. Mon esprit est là-bas, donc là au moins on reconnaît la valeur du livre. Autant chez nous, on n'a pas encore atteint ce niveau de reconnaissance. D'où ce que vient d'évoquer tout récemment le président du Forum des gens de lettres, Jessie Loueba, sur la bataille qu'il est en train de mener pour valoriser les lettres congolaises. Voilà, les rencontres d'Alexis Bongo, épisode numéro 2. Les rencontres, les valeurs de chez nous, à l'émission Convergence et Révolution culturelle. C'est aussi et surtout 4. Aujourd'hui, Dr Mélodie Bouya, autrefois connu comme coach winner, dans une leçon de développement personnel de grande importance que vous allez suivre attentivement. Réussir en temps de crise, en quelque sorte. 5. Emery Kipoupa Mondilou, Romy Kokilas, Maxon Sondongo ou Alexis Bongo dans Histoire de chez moi. Lettre à Marie Combé, réponse à Dan Brown. Les chemins de la Renaissance africaine. 6. Professeur Roland Moukson, dans le Congo, capitale mondiale des mathématiques, comme pour répondre conséquemment aux scientifiques du monde occidental. 90% de formules mathématiques enseignées dans nos écoles et universités sont fausses, selon le professeur Roland Moukson, d'où le laboratoire Luc
4. Roland Nyakekele Jonas Aoué. L'Afrique est en guerre. Quand l'Afrique est en guerre, ça sous-entend que le Congo est en guerre. Et donc, quand nous sommes en guerre, à la guerre comme à la guerre, des dispositions pratiques doivent être prises pour que nous puissions comme ça survivre au coronavirus. Un ennemi invisible, mais qui terrorise tout le monde. Il y en a qui doutent de son existence. Mais les faits sur le terrain, depuis la Chine jusqu'ici, l'hécatombe ou encore des hécatombes à gauche et à droite font comprendre aux plus sceptiques qu'il y a lieu de faire très très attention. Sinon, de respecter au moins les mesures barrières. Nous sommes en crise, nous sommes en guerre. On a vu sur ce plateau le président Gott arriver comme pour mettre la jeunesse africaine face au Covid-19. Quels sont les enjeux? Sur quel pied danser? Quelles dispositions pratiques? Et il y en a qui sont de fins stratèges qui se disent mais le coronavirus, c'est un mal nécessaire parce que ça vient nous secouer de notre torpeur, de notre indifférence et ça nous oblige à nous poser, à nous remettre en question. C'est dans la même foulée que nous recevons sur ce plateau quelqu'un qui ne craint rien et qui n'a jamais rien craint d'ailleurs, qui plus est une dame, c'est ça qui nous intrigue. Elle s'appelle Mélodie Bouya, elle est coach, elle est business coach, elle est entrepreneur, et c'est ça, elle est même auteure. Et c'est ça qui nous donne certainement ce courage fou de venir s'adresser à l'Afrique pendant que ça souffre. Et quel est le thème? Prospérer dans la crise. Comme si en période de crise on peut prospérer. Ça sous-entend prospérer dans la guerre. Est-ce que pendant la guerre on peut prospérer? C'est une vision de coach. C'est à elle de nous expliquer. Mais confinés que nous sommes, c'est une très bonne chose de voir les jeunes se lever. Comme la pensée du jour d'ailleurs, le mercredi dernier, la parole est à la jeunesse africaine, mais il faut qu'elle ait des choses à dire. Et donc quand les jeunes se lèvent pour mettre le point sur les i, pour nous créer des portiques qui désinfectent comme en RDC, et pour nous créer des respirateurs artificiels, ça nous fait du bien et ça nous honore. Cher invité, bonjour. Bonjour, monsieur Alexis. Alors, Mélodie Bouya, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Sur le plateau de Convergence et Révolution culturelle, la valeur de tout message dépend étroitement de la qualité du messager. Dites-le par vos propres mots pour que tout le monde se fixe. Qui êtes-vous? Alors, merci pour l'invitation et l'opportunité de nous adresser aux jeunes et à l'Afrique. Donc, je suis Mélodie Bouya, auteur du livre World Winner, qui est là avec moi. Et d'ailleurs, tout le monde vous appelle désormais Winner. Bien sûr, parce que de ce livre est né beaucoup de projets. Donc, nous avons lancé une marque de vêtements Winner Fashion après ce livre. Ah. Et nous avons aussi lancé une académie de coaching, World Winner Academy. Donc voilà, je suis business coach et je suis auteur et je suis aussi entrepreneur. Nous vous avions découvert il y a 4 ou 5 ans au Salon du Livre de Brazzaville avec Aimé Yengue. Et puis nous avions en 2015. Et puis nous avions pensé que vous aviez sombré depuis ce temps-là. Quel parcours depuis là pour que vous vous retrouviez encore ici? Bon, je n'ai pas sombré. On peut dire que c'est vrai, j'ai été beaucoup invitée à l'étranger, donc à l'extérieur du pays, où ma compétence de coaching a été très sollicitée. Donc nous sommes allés en Afrique de l'Ouest, nous sommes allés en Afrique du Sud, et nous sommes allés en RDC. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est l'Afrique qui nous recherche, ce n'est plus seulement au niveau du Congo. Oui, mais parce que pour ceux qui prennent le train en marche, qui vous découvrent aujourd'hui, nous leur rappelons que vous étiez venus sur ce plateau nous parler du coaching. Et ça, nous ne savions pas ce que ça veut dire. En résumé, c'est quoi le coaching? C'est quoi être coach? D'accord, je vais vous donner en une phrase ou en 2 minutes. En fait, le coaching, c'est une science qui permet aux gens d'accompagner ceux qui veulent réussir dans la vie. On a un exemple phare, le football. Et vous savez tous que les équipes de football ont chacun des coachs. Des coachs, évidemment, on les voit à la télé. Et donc, le rôle du coach, le coach, il ne joue pas au ballon, pas forcément. Non, non. Il a peut-être joué dans son passé, mais il n'a plus les capacités de jouer. Et donc, le coach
il est passé par certaines situations, il a commis des erreurs et il veut t'empêcher de commettre les mêmes erreurs. Et donc le coach aussi, il est là pour te booster dans ta vision, pour te montrer quels sont tes objectifs et comment faire pour arriver à la fin de tes objectifs. Donc le rôle du coach, c'est accompagner les gens au succès. Oui, et on se rappelle qu'à l'époque, quand vous êtes arrivé ici, nous vous avions posé la question de savoir, est-ce que c'est même important, le coaching et les coachs? Très, très important, très important. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Dans une entreprise, par exemple, si vous coupez le marketing, est-ce que votre entreprise va vivre? Je ne crois pas. Si vous coupez le branding, ça veut dire la publicité que vous faites à propos de votre nom, le nom de votre entreprise, est-ce que l'entreprise va vivre? Je ne pense pas. Et si vous coupez aussi le coaching, vous n'irez pas loin. Donc, ces trois éléments sont très importants, que ce soit pour les entreprises ou pour les individus. Monsieur Alexis Bongo, bonsoir. Bonsoir. Il ne s'agit pas de vous, sûrement, mais je voudrais quand même m'interroger réellement, qu'en est-il de notre présence ici? Oui, merci Emery. On l'avait dit dans les précédentes émissions, nous étions dans homéostasie. Et puis, comme les spirituels sont venus, ils ont creusé. Ils ont dit ce qu'ils savent de notre histoire. Ils l'ont décrypté à la manière spirituelle, qui par la Bible, qui par nos traditions. Mais il fallait bien que de ce grand Congo spirituel, de ce peuple bantou qui était hautement spirituel traditionnellement, de ces Africains que nous étions autrefois, il fallait bien que nous fassions la lecture aujourd'hui. Qui sommes-nous? Que sommes-nous devenus? Que reste-t-il de nous? Et donc pour ce faire, il fallait bien qu'il y ait des gens outillés. Voilà pourquoi j'ai dû faire appel à deux poids lourds, pour qu'ils puissent un peu décrypter et la jeunesse et les anciens, nos parents, pour qu'ils puissent un peu regarder conflit de génération, oui ou non, est-ce fondé ou pas, est-ce qu'il y avait des possibilités d'éviter tout ça, pour qu'on sache un peu où nous allons. Donc c'est ça qui fait que nous arrivions sur ce plateau de convergence et révolution culturelle, certainement pour que tous les Africains convergent vers notre histoire et pourquoi pas pour qu'il en résulte une révolution culturelle. Est-ce que vous avez la connaissance de notre histoire pour qu'aujourd'hui nous puissions nous asseoir pour dire non aujourd'hui, parce que le présent n'est présent que par rapport au passé? L'histoire de chez nous, l'histoire de chez vous, l'histoire de chez tout le monde. On dit qu'un peuple sans histoire est une vie sans âme. L'histoire se lègue de génération en génération par des contes, par des livres et disons par des voies autres que cela. Aujourd'hui aussi avec l'arrivée de la plus grande bibliothèque que le monde connaît, qui est l'Internet, nous qui voulons bien connaître d'où nous venons pour bien encadrer où nous partons, nous sommes à même de connaître l'histoire. Et quand bien même dans une famille, vous trouverez un jeune de 5 ans, 6 ans qui te demandera, papa, qui est ta maman, qui est ton père? Et combien de fois, nous qui sommes dans un grand continent qui est le berceau de l'humanité, pourquoi ne pas se questionner sur l'histoire de l'Afrique? Oui, avant de répondre à cette question, je salue d'abord le génie de celui qui a placé ces grands hommes derrière, que je vois là, Marcos Garvey, je vois Alice Lassia, et je vois des grandes personnalités, des grands noms, des grands esprits qui effectivement travaillaient pour la reconquête de leur histoire. Et lorsque vous me posez la question de savoir, connaissez-vous votre passé, je dirais, mon passé c'est moi. Si je ne connais pas mon passé, je n'ai pas d'existence, je n'ai pas le sens de ma vie. Effectivement, c'est un retour en soi. C'est la conquête interne de soi. La conquête intérieure de soi qui nous invite d'ailleurs sur ce plateau. Comme a dit le jeune, la connaissance de cette histoire diverge. Je vis dans un peuple, dans une communauté, dans une tribu. Mais j'ai le legs. On m'a légué certaines choses qui m'incarnent, qui représentent donc mon histoire. À côté, il y a mon histoire, l'histoire de mon pays, que j'ai appris tantôt par le colonisateur, qui n'est pas toujours vrai. Et donc, une fois dans la vie, je suis allé à la quête
ou bien à la vérification de ce qui m'a été enseigné pour faire la comparaison et pour découvrir ce que je suis réellement. Donc mon histoire. Et la vraie histoire, c'est celle-là que je dois connaître et je pourrais écrire, comme a fait Alexis, parce que mon histoire ne peut être écrite que par moi. Et pour que je puisse l'écrire, il faudrait bien que je puisse la connaître. La connaître demande un voyage. Voilà. La connaître demande un voyage dans le passé, absolument. Un voyage dans les entrailles de la mer Afrique. Absolument. Oui, mais il s'avère que lorsque vous allez dans les entrailles de mer Afrique, sûrement que l'estomac avait été mutilé, vidé, et que le pancréas avait été cisaillé. Vous comprenez ça? Je veux dire que il y a des réalités de notre histoire que nous connaissons, qui sont des réalités qui nous ont été contées par nos anciens. Mais il y a aussi des réalités qui sont des réalités qui ont été consignées dans les livres par les prédateurs. Moi, je les appelle les prédateurs, ceux qui sont venus pour piller nos richesses, mais qui ont tronqué notre histoire, comme pour vouloir nous maintenir dans leur forme de domination. C'est ça le vrai problème que nous avons ici. Quand l'Afrique parle de l'Afrique elle-même, mesdames et messieurs, à l'Afrique, aux Africains que nous sommes, et pour l'Afrique, pour nos intérêts, parce qu'il y en a qui parlent de nous, mais contre nous. Ils nous ont donné l'histoire de l'Afrique, mais une fausse histoire, pour que nous restions esclaves comme ça là. Aujourd'hui, c'est à nous-mêmes de parler de l'Afrique à l'Afrique, pour l'Afrique. C'est à nous-mêmes de défendre nos intérêts, c'est à nous-mêmes de prendre à bras le corps le destin de notre continent. Vous n'êtes pas fatigué de voir comme ça là, l'Afrique tirer le diable par la queue? Ça fait trop longtemps qu'on est esclave. Voilà pourquoi avec Urgence panafricaniste, on dit non à l'esclavage, plus jamais ça. Ce plateau est dédié à tous les panafricanistes, tous ceux qui aiment l'Afrique, tous ceux qui se battent pour l'Afrique et tous ceux qui voudraient bien voir les choses changer. Les rapports nord-sud, mesdames et messieurs, sont en défaveur de l'Afrique. Le franc CFA que nous utilisons est contre l'Afrique. Il est temps que nous puissions remettre le point sur les i. Voilà pourquoi sur ce plateau, on a de grands savants qui sont venus ici pour démontrer que le Congo, notre pays, est en fait la capitale mondiale des mathématiques. Ça, c'est pas nous. Hein. On nous accuse souvent d'être trop prétentieux en croyant que l'Afrique peut sortir de son coma, rattraper les autres continents, pourquoi pas leur damer le pion. Mais aujourd'hui, démonstration va être faite, comme disait un professeur. Carton rouge à la théorie, place à la pratique. Si jamais nous allons égaler ou dépasser les autres, c'est par quoi? Est-ce qu'en faisant du bruit ou bien concrètement, de manière scientifique, spirituelle et politique, comme eux aussi nous dominent scientifiquement, spirituellement et politiquement. Voilà donc sur ce plateau, on vient pour réveiller l'Afrique qui dort. On vient pour leur dire, si jamais autrefois ce n'était qu'un rêve que de penser que l'Afrique va renaître de ses cendres, aujourd'hui c'est une réalité. On va démontrer que nous sommes la capitale mondiale des mathématiques, autrement dit, nous sommes la future première puissance mondiale. Comme qui dirait, l'Afrique est de retour. Sinon, c'est comme qui dirait encore, l'Égypte de retour ici à partir du Congo-Brazzaville. Sinon, on peut dire encore la résurrection des pharaons. Parce qu'à en croire le professeur Théophile Obenga, les pyramides d'Égypte, duquel sont tirées toutes les mathématiques, la physique, la science de ce monde, c'est nous les bâtisseurs, nous les Congolais. Étrange, n'est-ce pas? Nous sommes les bâtisseurs des pyramides. Et nous allons vous démontrer par nos invités qui sont arrivés ici que nous sommes la clé de l'univers. Mathématiquement parlons. Cela dit, nous n'avons fait que planter le décor. Nous n'y maîtrisons rien. Il y en a ceux qui ont la gnose. Et quand nous disons ça, c'est parce que nous savons que le professeur Roland Moukson est ici, avec toute son équipe de savants. Il y a bien sûr le poète Audrey Kibamba qui va nous aider. Audrey qui est juste à ma gauche qui va nous aider aussi à y comprendre quelque chose. On a aussi Love Kouka de l'autre côté, en tenue urgence panafricaniste. Love va nous aider aussi à comprendre les savants qui sont là-bas, conduits par le professeur Roland Moukson, le mathématicien et physicien de je ne sais pas quoi, c'est trop compliqué, lui-même va nous dire. Cela dit, on a planté le décor, calez-vous bien, vous comprendrez
que l'heure n'est plus au discours, hein, on ne plaisante pas, on est dans du sérieux. Et que plus que jamais, nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle ère. Alors, professeur, bonjour. Bonjour. Bonjour, chers invités. Bonjour. Bon, on est ravis de vous avoir ici. On a fait beaucoup de bruit, comme vous l'avez constaté. Là, on a fait comprendre à tout le monde que nous sommes dans du sérieux. Alors, professeur, pour ceux qui nous suivent là, la valeur de tout message dépendant étroitement de la qualité du messager, dites-leur qui vous êtes. Professeur Lomoukson, contre-expert constructeur des formules mathématiques classiques et de l'ingénierie moderne, et physicien cogniticien. Voilà ce que je peux dire. Mais ce qui est plus important, ce n'est pas parler, donner des titres, je n'aurais même pas pu me présenter, mais passer à l'action. Non, mais il fallait bien que vous vous présentiez parce que exactement, on ne peut pas venir comme ça là prétendre que le Congo est la capitale mondiale des mathématiques et on est son titre. Qui êtes-vous donc? C'est très bien dit. Alors vous êtes accompagné... Je suis accompagné du docteur Omer Fouettolo et docteur Luc IV, c'est-à-dire laboratoire universitaire de contrôle, correction et complément des théories scientifiques de l'Association internationale pour l'avancement des sciences. Donc son travail, soit c'est compléter, corriger, il y a quelque chose qui l'ajoute parce qu'on n'est pas docteur par hasard. Il a une connaissance qu'il apporte et ce n'est que lui qui détient la clé. Qu'on soit savant et autre, on doit venir écouter ce qu'il va dire parce que ce n'est que lui qui détient la clé de l'analyse matricielle polynomiale. L'analyse matricielle polynomiale. Mesdames et messieurs, vous n'êtes pas les seuls à ne pas y comprendre quelque chose. Moi non plus, je n'y comprends rien. C'est tellement académique, mais ça nous réjouit déjà de savoir que ça vient de chez nous, du Congo et d'Afrique. Voilà, l'Afrique a vraiment besoin d'une grande révolution. Les rencontres d'Alexis Bongo à l'émission Convergence et Révolution culturelle. Mesdames et messieurs, c'est aussi en 7e position aujourd'hui le professeur Mbong Bassong, venu du Cameroun, spécialement pour rencontrer le professeur Théophile Obenga et lui poser des questions quant au panafricanisme afin d'édifier ceux qui sont là-bas. Ce professeur Théophile Obenga, le Sphinx, hein, le grand champion de l'égyptologie et du panafricanisme, le dernier des dinosaures, on ne le dira jamais assez, avec autorité, légitimité et compétence. 8e position, retour sur le premier anniversaire du Carré des libéraux, cette association mythique, pas comme les autres, hein, association bien sûr de Congolaises et de Congolais, partie du monde virtuel, donc d'un groupe WhatsApp à la réalité, c'était un jour à l'Oradou, donc à Brazzaville, à l'occasion de leur premier anniversaire. Nous allons revivre ça et nous vous soulignons que c'est une occasion comme une autre pour nous de rendre hommage avec le cœur pincé, sinon de la peine au fond du cœur, de rendre hommage aux libéraux hein, qui nous ont déjà quittés. Et vous aurez compris comme ça qu'Alexis Bongo est un libéral. Paix à leurs âmes. N'hésitez pas à rejoindre ce grand groupe, cette grande association, le Carré des libéraux, si vous êtes sérieux et si vous aimez les débats constructifs, si vous aimez bien sûr le Congo et l'Afrique. 9e et dernier élément des rencontres de Convergence et Révolution culturelle, sinon des rencontres d'Alexis Bongo d'aujourd'hui, 60 ans de dépendance et non d'indépendance, avec Romy Kokilas, humaniste et journaliste. Nous étions donc en 2020, ainsi que Alexis Bongo, l'avocat défenseur de l'Afrique, pour réveiller les consciences africaines encore endormies. Roland Nyakekele, Jonas Aoui. Convergence et Révolution culturelle, mesdames et messieurs, comme pour dire, c'est l'heure de l'Afrique, c'est le retour aux sources africaines, les chemins de la Renaissance africaine, parce que c'est à nous de chercher ces chemins-là de la Renaissance africaine et la devise, quand l'Afrique parle de l'Afrique, à l'Afrique pour l'Afrique. Parce que vous savez qu'il y en a qui parlent des Africains, mais contre nous, cette fois-ci, c'est nous-mêmes qui prenons la parole, qui parlons de l'Afrique aux Africains et pour l'intérêt de l'Afrique. C'est ça qui nous réunit sur ce plateau. Et nous avons reçu un poids lourd du panafricanisme. Alors, professeur, pour ceux qui vous découvrent aujourd'hui, pour la toute première fois, on sait que vous êtes connu, hein, les panafricanistes vous connaissent,
Mais qui êtes-vous par vous-même, par définition? Je suis un suivant du professeur Théophile Obenga. Ah. Un suivant, oui. C'est grâce à lui que nous sommes tous entrés dans cette école qui fait suite à Cheikh Anta Diop. Pourquoi sommes-nous entrés dans cette école? Parce que nous rêvions tous de grands projets. Nous pensions tous devenir des grands ministres, des grands chefs d'État. Parce qu'à l'époque, nous tous, l'école nous apprenait que dès que vous finissez avec des diplômes, ça y est, vous êtes parti pour être un grand homme de la République. Puis Cheikh Anta Diop nous a fait découvrir le contraire, moi en particulier, parce que je le rencontre en 84-85. Je ne le raconte pas personnellement, mais c'est au cours d'une conférence qu'il donne à Paris, à Beaubourg. Je suis en train de faire mes devoirs et de travailler en bibliothèque. Un ami me dit qu'est-ce que tu fais là alors que le grand maître est là? Et c'est ainsi que je vais à la conférence, j'y assiste. Et à la fin de la conférence, je me rends compte que je me suis trompé complètement. Trompé complètement parce qu'à cette époque-là, je faisais des études de pétrole. Tous nos parents estimaient qu'il fallait faire des grandes études de pétrole pour gagner beaucoup d'argent, etc. Et Cheikh Anta Diop nous a dit ce jour-là que vous ne faites pas l'histoire, vous n'avez pas encore compris. Vous ne comprenez pas votre culture, vous n'avez pas encore su que vous êtes dominé. Vous n'êtes pas encore sûr que vous êtes dominé, ça veut dire que vous n'êtes même pas encore un homme, vous êtes un esclave. Ce jour-là, je ne m'en suis pas sorti. Et je crois que ça a été pour moi le déclic, parce que fils de chrétien, grand-père chrétien, pasteur, du côté maternel, grand-père paternel, pasteur, vous voyez que j'étais encerclé. Donc je suis une sorte d'îlot dans un monde complètement christianisé, et j'ai pu m'en sortir parce que j'ai rencontré un maître initié qui a fait de moi aujourd'hui un bon box, c'est-à-dire un peu comme l'imam ou le prêtre ou l'évêque. Donc je suis un bon box chez le Bassa du Cameroun, dans la confrérie du Mbok. Et ainsi donc j'assume des responsabilités rituelles. Et en même temps donc j'essaie d'écrire ces livres que vous voyez. Je suis retraité depuis 2 ans à peu près et je passe du temps à écrire. Voilà. Alors, vous passez du temps à écrire, c'est une très bonne chose quand on sait que les paroles s'envolent et les écrits restent. Des millénaires plus tard, les générations futures pourraient encore retrouver ce que le professeur avait dit ou aura dit aujourd'hui. Elles le retrouveront et pourront s'en inspirer. Oui, mais est-ce que, professeur, on peut avoir un résumé? Avant qu'on aille en profondeur, peut-être qu'on va disséquer un à un, mais est-ce qu'on peut avoir un résumé de votre message à l'Afrique à travers vos livres? Cheikh Anta Diop et Obenga nous ont dit de regarder l'Égypte pharaonique parce que l'Égypte n'est pas occidentale, elle est entièrement nègre. Et en nous inspirant de l'Égypte pharaonique, nous pourrions nous-mêmes devenir des Prométhées capables de porter le destin de l'Afrique. Dans cette réflexion globale, je me suis taillé une brèche, refonder la pensée africaine. Parce que je m'étais rendu compte que en droit, on n'a pas un livre sur le droit africain, en économie, on n'a pas un livre sur l'économie africaine, en sociologie, on n'a pas un livre sur la sociologie africaine, en philosophie, il n'y a rien du tout. Alors moi, je me suis donné, pour continuer l'œuvre de Théophile Obenga, de travailler sur chacun des secteurs pour que je sorte au moins un document de base qui puisse servir aux générations à venir de fondation pour l'enrichissement et l'approfondissement. Donc ce n'est pas des livres qui sont des livres définitifs ou très beaux, hein, non. Je ne suis pas philosophe de formation, ni sociologue, ni artiste ou n'importe quoi, mais il s'est agi de donner un point de départ afin que le complexe d'infériorité qui nous habite, vous savez, généralement à l'université, ce qu'on fait, c'est qu'on préfère s'aligner sur la culture dite universelle. L'idée d'une philosophie africaine n'effleure pas les gens, une sociologie africaine, ce n'est pas encore ça. Le premier anniversaire du Carré des Libéraux. Quel est-il le Carré des Libéraux? C'est un groupe WhatsApp réuni depuis 1 an. Ces gens-là
se parlaient, échangeaient, discutaient, vraiment s'empoignaient même des fois, mais de manière intellectuelle et propre, mais sans se voir de visu. Et des groupes comme ça, là, par les temps qui courent, l'Afrique s'est aussi arrimée à la modernité. Nous sommes donc de la génération Android et donc plein de groupes WhatsApp se retrouvent ici. Il y en a qui en perdent la tête au point où ils se retrouvent dans 15, 20, 30 groupes. On ne sait pas comment ils font pour s'en sortir, parce que lorsque nous nous connectons et que nous voyons dans un seul groupe 1000 messages en attente, il y a de quoi devenir fou. Mais qu'à cela ne tienne, le virtuel nous sert, mesdames et messieurs, mais le visu est beaucoup plus important. La bonne vieille méthode, se rencontrer face à face, et reste d'actualité, reste en vigueur, reste prépondérante, reste plus importante. Voilà pourquoi, après avoir cheminé durant 1 an sur les réseaux sociaux, le Carré des Libéraux, ce groupe-là, s'est décidé de se réunir pour fêter son premier anniversaire. Et c'était donc à Loradou et Patrick Louvezo, quels étaient déjà d'entrée de jeu les premiers arrivés, les premiers intervenants nous donnant leurs impressions d'être là avant l'arrivée du coordonnateur du Carré des Libéraux, le colonel Jean-Ève Alakwa, sinon le libéral Jean-Ève Alakwa. Indépendance, tcha-tcha, tozumiye, okikwanza, tcha-tcha, tubakidi, otableron, tcha-tcha, bakadi, onimanda, tcha-tcha, tozumiye, indépendance, tcha-tcha, tozumiye, okikwanza. Cette rencontre qui vient pratiquement après une année est une bonne occasion de se frotter, de revoir les amis et surtout que l'occasion est particulière. Il s'agit aujourd'hui des 60 ans pratiquement de notre existence dans un monde indépendant. C'est une joie d'être avec les amis, une joie d'être avec cette force montante, parce que là-dedans, il y a des cerveaux multicolores et très puissants. Je veux dire avec lesquels on a conversé électroniquement parlant pendant une année. C'est toujours très intéressant de mettre un visage à un nom. Et maintenant, quelles sont mes impressions en tant que, je dirais, Congolais moyen et économiste? Je pense que le carré, c'est quelque chose de très important. Quelque chose de très important parce que en une année, j'ai appris beaucoup de choses. Je dirais vraiment félicitations. Je prendrai quand même le temps d'assister au débat et au cas où possible d'intervenir, je vous remercie. Bonne fête à tous, merci. Carré des Libéraux, et je dirais même que c'est une école parce que nous nous retrouvons avec des gens dans des différents domaines où on n'a peut-être pas des compétences là-dessus et ça nous fait une école. Donc je suis très contente d'en faire partie et je souhaite bonne fête à tous. Et nous attendons l'intervention de tout un chacun pendant les échanges. Je vous remercie. Mes impressions sont les bonnes parce que quand on pense à la fête nationale, on pense au Carré des Libéraux. Déjà, c'est une bonne chose. Donc, je souhaite bonne fête à tous les libéraux. Je vous remercie. En réalité, la question fondamentale ici, c'est de réfléchir évidemment sur l'influence des réseaux sociaux par rapport à notre démocratie. Donc, je suis prêt à affronter Dan. Ça exprime déjà la présence de la démocratie, y compris la liberté d'expression. Merci, mais je suis prêt, je t'attends.
Peut-être ils ont des plans, ils ont des câbles. C'est parce qu'en faisant la propagande, il y a des sœurs qui ont des produits. Merci beaucoup d'abord pour cette occasion que tu me donnes. Hein. C'est pas donné, hein. C'est pas facile. Bon. Et merci aussi parce que c'est une thématique qui fait partie de mon cursus. Ah, voilà. Et ça puis, tombe bien. Voilà, ça fait partie de mon cursus. Et ça touche même ma fibre. Hein. Ma fibre. Alors, Alexis, moi certainement, je veux te surprendre aussi. On va se tutoyer tout le long de cette émission. On se tutoie. En tout cas, pour que les téléspectateurs comprennent certaines choses, certaines réalités africaines, et portant sur l'indépendance surtout, ou les indépendances, qu'ils ont souvent ils ont souvent des brins lors de la célébration de ces indépendances. Nous allons donc creuser. Nous ne sommes pas des spécialistes, mais nous sommes des Africains. Nous essayons de faire. Donc, voilà, nous sommes des Africains. Nous sommes des Africains. Nous la vivons. Je n'attendrai pas un spécialiste, je ne sais en quoi. Moi, je suis africain. Africain. Et fier de l'être. Donc, nous parlons de nous-mêmes. De nous-mêmes. Merci beaucoup. Alors, je commencerai par toi-même, Alex, qui a voulu me surprendre. Alors, voilà, moi aussi, je me pose la question de savoir, est-ce que tu sais que tu es révolutionnaire? On essaie de faire. Voilà. Tu es révolutionnaire alors que nous ne parlons... L'Afrique ne parle plus de révolution. Parce que lorsque je lis même tes thématiques, tes émissions, et la pensée que tu défends, le combat que tu défends, au regard des combats actuels, de la réalité actuelle, mais tu as tendance à révolutionner quelque chose qui apparemment semble ne plus être sur la sellette. Et qui est l'identité même africaine? Alors la question que j'aimerais vous poser, Alexis, honnêtement, qu'est-ce qui vous a inspiré ou qu'est-ce qui vous a poussé ou quel est le déclic pour que vous puissiez vous lancer dans ce champ de la lutte pour le panafricanisme? Et vous passez pour l'avocat défenseur de l'Afrique. Mais l'Afrique est vaste. Vous aurez pu créer un parti politique comme cela est à la mode. Pourquoi cette initiative aussi risquée? Oui, merci Romik. Autant tu as été surpris lorsque je t'invite sur ce plateau, et du coup je deviens ton invité. Autant je suis surpris que ça commence par moi. Comme tu le sais très bien, le mois est haïssable et par respect pour nos téléspectateurs, on ne va pas exagérer sur la présentation, mais cette question est de grande importance. C'est une double question. La première partie, avoir pensé comme ça, convergence et révolution culturelle, je m'étais penché sur l'Afrique. J'étais au chevet de l'Afrique parce que d'où vient-il que nous vivions cette misère ambiante-là? Et donc, avec le vent du panafricanisme qui est arrivé, il fallait bien que DRTV ait une émission spéciale dédiée au panafricanisme, au combat panafricain. Mais alors, pourquoi l'avocat défenseur de l'Afrique? Parce que justement, on s'est rendu compte que l'Afrique n'est pas défendue comme elle devait l'être. Pourquoi? Parce que ceux-là qui maintiennent l'Afrique sous leur joug ne peuvent pas la défendre. Ceux-là qui tirent les manettes, les ficelles dans le noir, ceux-là qui vivent aux dépens de l'Afrique, ne peuvent pas porter la voix de défense du continent. Alors j'ai dit, si nos États africains étant encore esclaves de l'Occident impérialiste, ne peuvent pas se lever, les pouvoirs publics, les dirigeants ne peuvent pas se lever pour défendre le continent, alors c'est aux citoyens de le faire. Voilà pourquoi nous nous sommes déclarés, on a pris nos responsabilités, on a décidé de défendre l'Afrique et on s'est présenté comme étant l'avocat défenseur de l'Afrique. Est-ce que ce combat au niveau du Congo, par exemple, vous avez fait chemin déjà, est-ce que ce combat a suscité l'intérêt des Congolais? Est-ce que vous le sentez, vous le vivez autour de vous? D'abord, lorsque nous déclarons que nous sommes l'avocat défenseur de l'Afrique, les premiers à s'indigner, c'est les Congolais eux-mêmes. Hein, ceux qui sont proches de nous, chacun de demander c'est quoi cette histoire d'avocat? Vous êtes dans quel barreau là? Vous relevez d'où? Vous sortez de quelle école? Quelles sont vos lettres de créance ou bien les diplômes et tout ça? Vous savez, l'Afrique souffre de diplomites. Ça aussi, il faudrait que nous puissions creuser ça. Les gens pensent que c'est le diplôme qui fait l'intelligence. C'est ça. Or, Romik, vous le savez très bien.
tu le sais mon frère que le diplôme témoigne de quelque chose, mais un parcours ne rassure pas toujours quant au contenu, parce qu'il y en a qui sont bardés de diplômes, mais lorsqu'on creuse un peu, on trouve que c'est une tête vide. Et donc, ils ont protesté énergiquement au départ, mais avec, à la lumière de convergence et révolution culturelle, les thèmes et les thématiques soulevés donnent maintenant du crédit. Avec le recul, les gens se disent, mais finalement, c'est l'avocat défenseur de l'Afrique. Et quelques mois après, au fil des émissions, les langues se sont déliées, les gens commencent à appeler l'avocat défenseur de l'Afrique. Mais il faudrait que je souligne de plusieurs traits le fait que, ailleurs, sous d'autres cieux, Afrique de l'Ouest et autres, les panafricanistes du monde, sont les premiers à avoir accepté sans discuter l'avocat défenseur de l'Afrique. Voilà, c'était donc comme ça là, les rencontres d'Alexis Bongo, deuxième épisode donc dans l'émission Convergence et Révolution culturelle, mesdames et messieurs, c'est donc l'atterrissage. Nous espérons que vous avez aimé cette visite guidée des archives de cette émission de combat panafricain. Et donc nous vous disons, qui que vous soyez, n'hésitez pas à nous appeler si vous avez un message à faire passer. Parce que vous avez le savoir, c'est à nous de le faire savoir. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Soki na kati kote